Bonjour Paolo, bonjour tout le monde. Je vous présente, s'il est besoin de le présenter, Paolo Basso, meilleur sommelier du monde 2013. Vous êtes un peu le Zidane de la bouteille. Oui, c'est ça. Ouais. Mais j'ai terminé ma carrière un petit peu mieux que Zidane, quand même. Oui, c'est ça. Bah oui, c'est normal. Bon, est-ce qu'il est besoin de le rappeler? À partir du 28 mars démarre la foire au vin Carrefour. Vous êtes un des grands artisans de cette foire au vin. Je crois que vous avez déniché vos pépites personnelles. Il y a 480 bouteilles retenues, je crois, en tout. Tout à fait. 23 de vos pépites. Alors, comment est-ce que vous avez choisi les vins que vous proposez à cette foire au vin? Bah, tout simplement par la dégustation à l'aveugle, c'est-à-dire que voilà, je vais passer quelques centaines de vins et voilà, je sors ceux que j'estime ils ont le meilleur rapport qualité-prix, ceux qui s'expriment le mieux, ceux qui se dégustent le mieux, et voilà quoi. Donc il y a un tri qui est assez, comment dire, puissant quoi. Oui, j'imagine. On crache, hein, j'imagine, quand on déguste tous ces vins-là. Tout à fait, il faut toujours cracher. D'accord. N'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous le souhaitez à Paolo, hein, puisqu'il est là pour ça. Évidemment, je lui transmettrai vos questions. On les guette du coin de l'œil. D'ailleurs, quand on participe à une foire au vin et qu'on est client, est-ce qu'il est recommandé de goûter et de cracher? Parce que j'imagine que quand on vient en voiture pour déguster des vins... Absolument pas. Déjà, pour un point de vue, disons, sécurité routière, également, pour une certaine dignité de la personne. Et il faut faire attention parce que, également, c'est scientifiquement prouvé qu'à partir du 4e échantillon qu'on ne crache pas, on n'a plus la lucidité de pouvoir juger. Donc, à quoi ça sert de faire un choix si on n'est pas lucide pour le faire? C'est ici qu'il faut cracher. Absolument. Donc, mais ça j'imagine que c'est une technique qui s'apprend. Hein. On peut pas faire ça comme ça. Comment est-ce qu'on doit déguster un vin pour se rendre compte, pour savoir s'il va nous plaire ou pas? Ben disons, voilà, pour un amateur, c'est très simple. Il déguste le vin, il va se dire j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est la première étape de la dégustation. Après, si c'est un amateur averti qui a suivi des cours de dégustation, il pourra aller un peu plus en profondeur et faire, disons, un examen plus pointu. Mais déjà, le fait, c'est de se dire j'aime ou j'aime pas. Ça, c'est le premier paramètre. D'accord. Et vous, alors justement, dans la sélection que vous avez faite, est-ce que vous vous êtes orienté vers des vins qu'on pourrait juger accessibles, c'est-à-dire qui ne demandent pas d'avoir une immense culture en matière de vin pour l'apprécier tout de suite? Tout à fait. Disons que dans les 23 pépites que j'ai sélectionnées, justement, j'ai fait attention que le vin soit facilement compréhensible. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas cacher que dans l'œnologie, il y a des vins qui puissent être également un peu compliqués à comprendre, qu'il faut avoir un palais développé, qu'il faut avoir une culture sur le vin. Là, c'est des vins absolument faciles à comprendre, que tout le monde peut trouver son bonheur. Comment est-ce qu'on choisit un vin? Très simplement en suivant son propre goût. Donc déjà satisfaire son propre goût, peut-être par rapport aussi à des attachements personnels, des origines, des lieux où on était en vacances. Voilà, donc on a un peu ce paramètre géographique qui est lié au vin. Et après, bien sûr, si on veut aller au-delà, il faut se faire conseiller par un spécialiste ou autrement, voilà, se préparer à la foire au vin avec le catalogue de Carrefour. Là, il y a toutes les descriptions. Et avec ça, on arrive à préparer une foire au vin. On sait déjà où aller chercher les vins qui nous intéressent. Puis pour se faire conseiller par un spécialiste, je crois que là, on est plutôt bien servi. D'ailleurs, on a une première question de Florian qui voudrait savoir si est-ce qu'un vin cher, c'est synonyme de bon vin? Souvent oui, parce que disons qu'aujourd'hui le marché du vin est très tendu, donc si un vin a un prix élevé, c'est que la qualité correspond. Après, il y a un petit pourcentage, moi je dirais le 5%, où le prix du vin est dû à la réputation, à l'étiquette, à un investissement dans le marketing très important qui a fait le producteur. Mais voilà, 95% des cas, le prix correspond à la qualité. Parce que sur la masse des vins proposés, même là 480 bouteilles, très difficile de faire son choix, donc j'imagine que certains vont faire un choix en se disant à partir de tel prix je suis sûr de tomber sur quelque chose de bon. En même temps, comme vous avez supervisé cette foire au vin, je n'imagine pas qu'une bouteille puisse être mauvaise. Mais alors à partir de quel prix est-ce qu'on est sûr de ne pas se tromper? Écoutez, moi j'ai trouvé des vins qui sont absolument agréables, plaisants, à partir déjà de 5 euros. Mais je veux dire, il y a des vins qui sont un peu moins chers et qui sont aussi bons que ça. Après, il faut toujours considérer la qualité par rapport au prix. Si moi je déguste un vin à l'aveugle et je vais dire, s'il coûte 5 euros, c'est magnifique, s'il coûte 10 euros, peut-être on est limite, et s'il coûte 3 euros, c'est à ne pas manquer.
Et voilà, et donc c'est comme ça que je sors mes pépites. C'est des occasions absolument à ne pas perdre. Alors justement, on est souvent confronté à énormément de bouteilles et là on a une question de Scratch Lily qui demande, et je trouve que c'est une excellente question, comment lire une étiquette. Alors par exemple, écoutez là, voilà, on a une bouteille de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on comprend tout ce qui figure sur l'étiquette, y compris les dessins? Oui, disons que le premier paramètre est le producteur. Dans ce cas, vous avez Château Gémillion. Et bien sûr, il faut avoir une connaissance un peu pointue pour pouvoir savoir qui est le producteur et qu'est-ce qu'il fait. Deuxième paramètre, le premier paramètre. Deuxième paramètre, géographie. Donc, d'où vient ce vin? L'appellation d'origine contrôlée. Dans ce cas, c'est le Médoc. Souvent, l'étiquette, ça c'est l'étiquette de face, ne dit pas tout. Et en général, vous avez une contre-étiquette où nous avons toutes les mentions légales. C'est-à-dire, vous avez le producteur, vous avez l'appellation d'origine et il faut que l'appellation contrôlée soit bien écrite. Donc, vous voyez que l'appellation est Médoc. Vous savez que ce vin vient du Médoc. Ça, c'est très clair. Il y a le millésime, ça c'est un paramètre que bien sûr seulement les connaisseurs peuvent savoir comment s'orienter. Et après vous avez voilà le contenu en alcool, le contenu en quantité et certaines indications peut-être pour la consommation. J'ai entendu dire par exemple que voilà, mise en bouteille au château ou mise en bouteille à la propriété ou mise en bouteille par nos soins, enfin, il y a des subtilités sur la mise en bouteille. Oui, mais franchement, à ça, il fallait faire attention jusqu'il y a une vingtaine, trentaine d'années. Aujourd'hui, avec l'œnologie moderne, il n'y a pas de problème si le vin est mis en bouteille au château ou la propriété, que c'est la même chose, propriété ou château, seulement qu'à Bordeaux, on l'appelle château, ailleurs, on l'appelle propriété, c'est la même chose. D'accord. Et après, je veux dire, aujourd'hui, il n'y a plus de problème. Il y a une vingtaine d'années, la mise en bouteille, c'était voilà, une opération des fois un peu mal maîtrisée. Aujourd'hui, la mise en bouteille, elle est très bien maîtrisée, donc il n'y a pas de problème. Alors on nous demande également, est-ce qu'il y a une année de prédilection à acheter? Est-ce qu'il y a des années sur lesquelles il faut s'orienter, évidemment, parmi les vins qui sont proposés sur la foire au vin? Oui, disons qu'en général, nous avons en vente les derniers millésimes qui sont sortis sur le marché, ça c'est clair. Parce que nous ne faisons pas, disons comme ça, vieillir les vins, c'est au consommateur de faire vieillir les vins, mais la plupart des vins aujourd'hui, grâce à l'énologie moderne, c'est des vins qui peuvent être dégustés de suite. Donc ne faites pas l'erreur de surestimer la capacité de vieillissement d'un vin. En général, il faut le boire dans les 3-5 ans après la mise en commerce, sauf si vous avez une très grande bouteille, un très grand vin, alors on peut le mettre en cave. Mais voilà, ne jamais surestimer la capacité de vieillissement d'un vin. Et l'année de prédilection, ça c'est à voir un peu avec la disponibilité qu'il y a. Après, un petit conseil que je peux donner, bien sûr, il y avait une pépite dans la foire au vin qui est très intéressant, un vin que aura 50 ans l'année prochaine, en 2018. Donc voilà, prenez ce vin parce que si vous avez des connaissances qui l'année prochaine fêtent les 50 ans, c'est une occasion unique d'aller prendre un vin de 50 ans. Et puis il est déjà vieilli, parce que parfois quand on laisse vieillir un vin à la cave, en général, il arrive qu'on le boive avant qu'il ait eu le temps d'être vieux. Donc là, parmi tous les vins sélectionnés, ce ne sont que des vins ce sont pour la plupart des vins qu'on peut ouvrir tout de suite et déguster tout de suite et se faire plaisir tout de suite. Oui, et voilà un autre petit conseil que je pourrais donner. Attendez peut-être, si vous voulez, 1 ou 2 ans, mais pas au-delà, quoi. D'accord. D'ailleurs, si on veut constituer sa cave, démarrer sa cave, comment est-ce qu'il faut démarrer une cave? Par quel type d'achat, quel volume de bouteilles? Oui, déjà, il faut partir évidemment d'un budget, il faut se fixer un budget et puis savoir de ce budget, qu'est-ce que je vais destiner au vin mousseux, au vin blanc, au vin rosé, au vin rouge et au vin doux éventuellement. Et donc, on se fait un petit planning. Et après, on se demande, est-ce qu'on a des préférences? Je préfère plutôt des vins méditerranéens du sud chaleureux ou des vins peut-être un peu plus, sévères, austères, un peu plus classiques, traditionnels, où j'aime les bulles, où j'aime les rosés, où j'aime les vins doux. Donc, ce qu'on aime. Moi, je dirais qu'il faut se faire une cave par rapport à ce qu'on aime, par rapport à ce qu'on mange, parce que c'est très important. Comment accorder le vin, parce que si on ne fait pas un bon accord, un bon vin peut mal passer si la nourriture n'est pas celle qui est souhaitable.
pour ce vin. Et après, peut-être garder quelques bouteilles pour les amis. Si on invite quelqu'un, bah tiens, la bouteille qui pourrait faire plaisir à l'un de nos amis, à l'une de notre connaissance, à garder, voilà, pour le moment, l'occasion importante. Alors j'ai une question de Victor. Quelle est la différence gustative entre un bon vin à 10 € et un très bon vin à 40 €? Ça, en général, c'est ce qu'on appelle techniquement en dégustation le final de bouche. C'est-à-dire que quand vous avez des vins plaisants mais simples, vous avez une très belle entrée en bouche, c'est-à-dire les 3 premières secondes, quand le vin arrive en bouche, très riche, très séduisant. Après, il y a le milieu de bouche qui est entre 3 et 7-8 secondes. Et là, un très grand vin, vous verrez que l'intensité en bouche va croître, vous avez cette courbe croissante, tandis que peut-être un vin plus modeste, il sera linéaire, vous n'avez pas une très grande intensité en bouche. Et après, voilà, la clé de succès, c'est dans la finale, après les 8 secondes, où un vin simple, mais plaisant, mais voilà, qui reste dans un cadre de simplicité, va terminer sa courbe gustative, vous n'aurez plus rien en bouche. Et si vous avez un très grand vin, alors là, il continue. Et dans le cas de certains grands vins doux, si vous ne l'avez pas dedans le soir, le matin, vous avez encore les sensations gustatives dans la bouche. Donc c'est là qu'on sent les grands vins. En général, si vous avez une belle persistance gustative en bouche, vous avez aussi de la garde, la capacité de garde. D'accord, formidable. Alors ça, bon, j'espère que cette réponse est assez claire pour vous. Est-ce que vous pouvez nous tracer les grandes lignes des grandes catégories de vins? Par exemple, les Bordeaux, les Bourgognes, les Côtes-du-Rhône, qui sont bon, la grande majorité de ce qu'on trouve en vin. Quelles sont leurs caractéristiques principales? Oui, d'accord. Donc, si on fait un peu un tour d'horizon de la France, on part par l'Alsace, bah, vous trouverez des vins en général blancs. Prenez des blancs d'Alsace, que ce soit de Riesling, où vous avez une belle acidité, il est pointu, tendu. Vous avez le Pinot Gris qui, par contre, lui, il est très rond, très parfumé. Ou, si vous aimez les vins parfumés, vous avez du Muscat du Gewürztraminer. Là, c'est pour les amateurs de vins aromatiques. Si on descend un petit peu, vous avez le Jura avec des vins à très belle personnalité, avec un caractère c'est ce qu'on appelle les Savagniens, c'est ça? Également, le Savagnin, c'est un très grand cépage, absolument que j'estime et qui a un potentiel qui n'est pas encore tout à fait exploité, je dirais. Est-ce qu'il y a une autre question là? Oula, alors, est-ce que les médailles veulent vraiment dire quelque chose? Oui, je dirais que oui, parce que si un vin a gagné une médaille, ça veut dire qu'il est passé par une commission de dégustation composée de personnes expertes, et s'il a gagné une médaille, ça veut dire qu'il était meilleur que les autres. Ça, c'est clair. Donc oui, évidemment, une médaille a raison d'être. Parce qu'on trouve, c'est vrai, des vins qui sont multimédaillés. Ah oui. Et même parfois des vins qui se targuent de n'avoir reçu aucune médaille. Bon, après, il faut voir un peu la réputation du concours, parce que c'est vrai que les concours œnologiques, ils sont un peu poussés comme les champignons ces dernières années, avec la médiatisation du vin. Bah, ça fait partie de la médiatisation du vin d'ailleurs. Et donc il y en a beaucoup. Bah, peut-être aussi aller voir justement la réputation de ce concours, qu'elle soit évidemment sérieuse. Et après, si le concours est sérieux et le vin a pris une médaille, ça veut dire qu'il était meilleur que les autres vins qui ont été présentés. Ceci ne veut pas dire que tous les vins du monde ont été présentés au concours. Donc il a pris une médaille, ce vin, par rapport aux vins qui ont été présentés au concours. Évidemment, il y en a des milliers de vins qui n'ont pas été présentés au concours, ça c'est clair. D'accord. Alors pour revenir sur les classifications, par exemple en vin rouge, est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les différences majeures entre un Bourgogne, un Bordeaux, un Côtes-du-Rhône par exemple? Donc voilà, un Bourgogne, il est fait avec du pinot noir. Le cépage est pinot noir, c'est un cépage fin, élégant, délicat, qui n'a pas beaucoup de structure de corps. Par contre, il faut aller chercher dans un Bourgogne l'élégance, la finesse, la complexité. Si on descend dans la vallée du Rhône, là, les vins sont en général produits avec des cépages beaucoup plus solaires et chauds, comme la Syrah, comme le Mourvèdre, comme le Carignan. Et là, vous avez beaucoup plus de puissance, une force alcoolique bien plus présente, donc vous aurez des vins charnus, puissants, musclés. Si on va à Bordeaux, là, vous avez des choses, vous avez la puissance, le muscle, la structure, mais là, également l'élégance, la classe, la finesse. Donc voilà, je dirais, c'est un peu, comment dire, un résumé un peu banal, mais voilà, à Bordeaux, vous pouvez avoir l'assemblage
gustatif des deux. Vous avez la puissance d'Amérique du Sud, mais l'élégance d'Amérique du Nord. Alors il y a que les Bourgognes qui sont monocépages. Il y a un seul cépage pour faire le vin, alors que Côtes-du-Rhône et Bordeaux, ce sont des assemblages de cépages. Donc c'est très différent. C'est très différent justement, et les vignerons de Bourgogne, ils sont très fiers qu'eux, ils doivent faire du vin qu'avec un cépage. Un seul. Voilà, ils disent, nous on n'a qu'une possibilité, il ne faut pas qu'on le loupe. C'est Pinot Noir sur les rouges et Chardonnay sur les blancs. Tout à fait. Basta. C'est fini. Et si on descend, voilà, dans les Côtes-du-Rhône, disons dans les Côtes-du-Rhône nord, dans l'appellation Côte-Rôtie, principalement c'est de la Syrah. Un cépage que moi j'estime, comme j'estime le Savagnin blanc, j'estime la Syrah en rouge. C'est puissant, il a ses arômes poivrés, un peu sauvage et rustique comme caractère, mais il n'y a rien de mieux pour marier un agneau rôti que la Syrah. Et plus on va vers le bas, plus l'assemblage s'agrandit. Par exemple, à Châteauneuf-du-Pape, on peut mettre 13 cépages. 13 cépages. Alors 13 cépages, j'imagine que chaque producteur de Châteauneuf-du-Pape peut doser en pourcentage tel cépage et tel cépage. Donc on va avoir des vins extrêmement différents d'un coteau à l'autre, j'imagine. Tout à fait. Et là, on voit la personnalité du producteur qui peut absolument ciseler le vin comme il veut. Et c'est là-dessus qu'on a besoin de volumière, justement, parce que aller faire des découvertes quand on a des assemblages aussi complexes, il faut que quelqu'un comme vous soit passé pour débroussailler un petit peu le terrain avant. Tout à fait, mais voilà, le paramètre reste toujours le même. J'aime ou j'aime pas. Ça, oui. c'est très important. D'accord. Et il faut parler de Bordeaux également. Oui, alors Bordeaux, oui, là, il y a 5 cépages avec lesquels on peut faire du vin. Donc c'est le Cabernet Sauvignon, le Cabernet Sauvignon qui est très élégant, racé, Cabernet Franc qui est puissant, donne de la finale au vin, le Malbec qui donne de la richesse, vous avez le petit Verdot, lui, qui donne de la couleur, et également une finale en bouche. Et là, évidemment, ils ont 5 cépages pour pouvoir faire du vin. C'est une sûreté également, parce que si le Cabernet Sauvignon ne vient pas bien une année, vous avez le Merlot, peut-être qui est bien mûri. Et même chose, si peut-être le Cabernet Franc n'a pas eu une très belle vendange, vous avez le Malbec. Ouais. Et là, donc, avec l'assemblage, on peut toujours faire une qualité de très haut niveau. Alors que si chez les Bourguignons, le Pinot Noir s'est mal passé... ils n'ont qu'une possibilité. Ils sont fiers de leur seule possibilité, mais c'est un risque. On voit fleurir énormément de ce qu'on appelle les cépages oubliés, alors notamment, je crois, dans la région de la Loire. Alors, il y a des cépages oubliés comme le Caux, le Gros Lot, qui ressuscitent, et notamment dans cette grande mode des vins naturels. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que sont ces vins naturels? On les reconnaît surtout, il me semble, aux étiquettes qui sont un peu farfelues, avec souvent des jeux de mots et des dessins. Qu'est-ce que c'est que ces vins naturels? Alors, on parle déjà pour les cépages, disons, autochtones, oubliés, qui sont revenus. Il y a deux choses. Un, c'est le facteur de mode qu'aujourd'hui, il faut il faut diversifier. Donc voilà, il y en a qui vont chercher des cépages un peu oubliés. Mais pourquoi ces cépages ont été oubliés? Peut-être parce que ils n'étaient pas bons? Est-ce qu'ils le méritaient, c'est ça? Est-ce qu'ils méritaient d'être oubliés? Bon, il faut dire aussi que dans les années 60-70, c'était une époque où il fallait produire beaucoup de vin et il n'y avait pas trop de soucis pour la qualité. Donc, il se peut qu'il y avait des cépages qui donnaient un vin de qualité, mais pas assez. Alors là, un gros rendement pour le coup. Eux, ils voulaient du gros rendement, et un cépage, s'il était qualitatif, mais avec des rendements limités, il était bien sûr mis de côté. Donc aujourd'hui, il revient ces cépages et le rendement est toujours limité, mais si le producteur arrive à vendre à un certain prix, il arrive à trouver son bonheur, et le consommateur aussi. Et vous trouvez parmi ces cépages oubliés, vous, justement des pépites, des choses extrêmement intéressantes, séduisantes? Pour l'instant, je ne l'ai pas encore trouvé. Je cherche, je continue mes expériences. Mais voilà, quoi. J'espère un jour pouvoir trouver la perle rare et dire, ah bah tiens, ça c'est ce que j'attendais. Mais pour l'instant, j'y suis pas. Bon, et maintenant, on va parler des vins naturels. Des vins naturels. Alors, les vins naturels. Les vins naturels, justement, déjà, ça veut rien dire. L'État français, ça veut rien dire. L'État français a essayé avec l'INAO, qui est l'Institut national des appellations d'origine, de un peu codifier ces vins naturels, mais c'est impossible parce que c'est un mot tellement vaste qu'on n'arrive pas à le codifier. En général, dans l'esprit des gens, les vins naturels sont des vins qui sont issus de la viticulture biodynamique, organique, respectueuse de la nature, sustainable, comme ils disent dans le monde entier.
Mais là aussi, voilà, alors que par exemple la biodynamie est très cadrée, aussi le bio, le label bio est très cadré par l'Union européenne, il y a d'autres façons de cultiver la vigne qui ne sont pas cadrées. Bon, le problème, moi j'aime les produits bio, je suis un acheteur de produits bio. Si je peux acheter un bon vin et les bio, tant mieux. Le problème est que depuis un certain temps, c'est instauré en France notamment, une tendance qui est absolument mauvaise et qui peut faire du mal au monde du vin en général, c'est que il s'avère que certains de ces vins naturels sont faits avec, disons, des pratiques œnologiques pas très pointues, un peu, voilà, disons que, comment dire, ils ont des défauts. Et alors là, aujourd'hui, on est arrivé dans un stade où on vous invite à tolérer un défaut en disant, en justifiant, ah ben c'est un vin naturel, il faut le comprendre. C'est comme si vous allez acheter une pomme, elle est pourrie, et on vous dit, bah, il faut la manger parce qu'elle est naturelle. Elle est pourrie, mais elle est naturelle. Mangez-la et appréciez-la. Est-ce que vous mangez cette pomme? Je pense pas. Voilà. Et le vin, c'est pareil. Donc, moi, je peux vous faire une liste de producteurs français qui produisent en bio des vins naturels, et ils sont absolument exceptionnels. Et donc, je ne suis pas prêt à accepter des défauts dans le vin avec l'excuse « c'est un vin naturel, il faut déguster tel qu'il est ». Non, désolé, ça ne va pas. Si on continue comme ça, dans 10 ans, les gens ne boiront plus de vin, ils vont boire autre boisson. Ce serait dommage. Alors, plein de questions sont arrivées. Question pour faire un cadeau, est-ce plus sûr de miser sur un Bordeaux plutôt qu'une autre région? Quand on fait un cadeau, il faut penser à la personne qui doit recevoir ce cadeau. Il ne faut pas penser à nous-mêmes, mais à celui qui va recevoir le cadeau et essayer, d'un point de vue psychologique, de comprendre ce qu'elle pourrait aimer le plus. Mais au-delà de ça, par exemple, est-ce que le Bordeaux va être spontanément plus accessible par le plus grand nombre? Quel va être le vin qui va être, si on ne connaît pas bien la personne, quel va être le vin qui va être le plus accessible spontanément? Oui, disons que Bordeaux a une réputation, un nom très fort, une notoriété très forte. Et je pense que quelqu'un qui reçoit une bouteille de Bordeaux, il ne sera jamais déçu. Alors ensuite, question de Vince, combien de temps peut-on garder une bouteille entamée? Ça dépend si c'est un vin mousseux, un vin blanc, un vin rosé, un vin rouge. Et ça dépend de la structure du vin rouge. Non, disons que... Alors un vin rouge. Non, alors disons qu'en général, un vin est fait pour être bu, déjà. Ça, ouais. C'est l'introduction. C'est-à-dire que s'il en reste, c'est qu'il n'était pas très bon. Non, mais ça dépend. Moi aussi, ça m'arrive des fois, je suis seul à la maison, je bois 2 verres de vin, je ne vais pas boire une bouteille de vin, donc je vais le garder. Ça dépend du vin. Plus les vins sont simples, plus ils doivent être bu immédiatement. C'est-à-dire, vous pouvez entamer la bouteille et peut-être la terminer le lendemain, mais pas au-delà. Sinon, si vous avez des vins qui sont costauds, structurés, alors là, vous pouvez les garder pour, je sais pas, 2-3 jours, mais pas au-delà de 3 jours. Et rappelez-vous que la meilleure façon de conserver le vin, c'est avec son bouchon d'origine. Donc, vous remettez le bouchon sur la bouteille. On remet le bouchon directement. Et quelle est la meilleure façon de conserver les aliments, comme les poissons, la viande? C'est le froid. Donc, mettez la bouteille de vin au frigo. Même le vin rouge, vous le mettez au frigo et vous prendrez le soin de le sortir une demi-heure avant la consommation, de faire de façon que la température revient au niveau de dégustation. Mais voilà, c'est le froid le meilleur agent conservateur du vin. D'accord. Moi, j'ai vu parfois, je ne devrais pas le dire, mais parfois même dans ma famille, des gens mettre une petite cuillère en argent dans le goulot d'une bouteille de champagne pour conserver les bulles. Oui, on me l'avait dit aussi, ça fait partie de ces préjugés, de ces a priori du vin. J'ai essayé, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Pour les vins mousseux, il y a des bouchons où nous pouvons mettre de l'air, donc de la pression, on met de l'air, on va pressuriser l'atmosphère dans la bouteille de vin. Donc c'est un bouchon en plastique qu'on met au-dessus avec une fermeture. On met de l'air dedans de façon que les bulles ne peuvent pas s'en aller. Dans ce cas, on va préserver les bulles, mais malheureusement, il y a de l'oxygène, donc le vin risque de s'oxyder. D'accord. Et il faut faire attention. Très bien. Et les bouchons à vis? Les bouchons à vis, j'en ai apporté quelques exemples aujourd'hui. Vous savez, j'ai des exemples de bouchons. J'ai un bouchon en verre, voilà, ouais. Très bien. J'ai le bouchon à vis. Est-ce que le bouchon à vis, justement, permet de mieux conserver le vin? Oui, absolument oui. Il faut, j'espère que dans quelques temps, les consommateurs perdront cette idée.
se débarrasse de l'idée qu'un vin bouché vice, c'est un vin de basse qualité. Parce que aujourd'hui, ça se fait beaucoup dans d'autres pays que le nôtre. oui, hein, parce que dans d'autres pays qui n'ont pas nos préjugés et qui viennent de nos ancêtres, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Eux, quand ils peignent une bouteille de vin, ils veulent être sûrs que le vin est propre. Bah, disons qu'avec un bouchon à vis, il n'y a aucune chance que le vin soit bouchonné. Tout à fait. Et justement, si vous allez en Australie, en Nouvelle-Zélande, surtout en Amérique, ils veulent ça. Il y a des producteurs français qui font deux mises en bouteille, une mise en bouteille avec bouchon liège traditionnel pour le marché français et européen, et une autre mise en bouteille du même vin, mais bouché vis, parce que les marchés à l'export ne veulent pas prendre de risque. S'ils dépensent de l'argent pour acheter une bouteille de vin, il faut qu'il soit bon. Il ne prend pas de risque. Eh ben, nous, en Europe, on est encore liés à ce bouchon. Mais sachez que, statistiquement, il y a le 5% de possibilité de trouver une bouteille bouchonnée. Et si le goût de bouchon, il est très fort, pas de problème, on change la bouteille, ben, quelqu'un doit bien la payer, cette bouteille. Hein, donc, c'est une perte économique. Et par contre, la plupart des fois, il y a des déviations qu'on n'arrive pas à lier au bouchon, mais c'est dû au bouchon, et on dit bah, le vin n'est pas bon, alors que le vin, au départ, il était bon. Donc, absolument, je suis favorable à la vis. Et sinon, aujourd'hui, il y a une autre alternative, c'est un bouchon d'une marque française, établi dans le sud de la France. Donc, le bouchon, le liège naturel, il est réduit en poudre. Cette poudre de liège, elle est traitée. Tous les éléments qui peuvent tacher le vin, c'est des trichlorazoles, sont enlevés et après il est reconstitué avec de la cire d'abeille et ça c'est un bouchon tout à fait naturel et qui ne donne pas le goût de bouchon au vin. Très bien. J'espère que la réponse au niveau des bouchons était complète. En tout cas, moi, je trouve qu'on bouge. On a une question de Lucie. Paolo, mon vin favori, le côte rôti, avec quel plat l'associer? Ah bah le côte rôti, voilà, il est fait à base de syrah, agneau. Ça, c'est un paramètre très très clair. Un joli carré d'agneau rôti, vous mettez des herbes au-dessus et saignant à l'intérieur, vous pouvez mettre une sauce au poivre parce que dans la syrah, vous avez des notes de poivre et vous allez vous régaler. Le mieux, ce serait que vous alliez chez Lucie, lui cuisiner directement cet agneau. On approche des fêtes de Pâques. Ou sinon voilà, si elle cuisine l'agneau, moi j'amène le côte rôti. Ben voilà, Lucie, je crois que vous avez une très bonne réponse à cette question. Et Flore voudrait savoir d'où vient la légende urbaine selon laquelle il est impossible de faire la différence entre un vin rouge et un vin blanc à l'aveugle. Oui, la légende urbaine vient du fait qu'à l'université de Bordeaux, il y a quelques années en arrière, un professeur a donné justement dans des verres noirs un vin blanc, en fait le même vin. Non, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné le même vin blanc, mais dans un cas, le blanc a été coloré avec un colorant qui n'avait pas de goût. Et justement, les élèves, ils ont décrit le vin rouge comme un vin rouge, le vin blanc comme un vin blanc, alors que c'était gustativement parlant le même vin. Et là, on voit la psychologie de dégustation, combien elle est influencée pour la vue. C'est pour ça que nous, on s'entraîne à déguster dans des verres noirs pour ne pas avoir l'influence de la couleur. Moi, j'ai fait des essais, j'ai fait beaucoup d'essais et je ne me suis jamais planté. J'ai toujours trouvé le blanc ou le rouge. Mais c'est vrai que si vous avez un vin blanc qui a été produit avec une technique qui s'appelle macération pelliculaire, qui apporte des tanins dans un vin blanc, c'est ça qui fait la différence. Dans un vin rouge, vous avez les tanins. Et bah, si vous avez dans un vin blanc les tanins, vous pouvez peut-être vous tromper, mais c'est très difficile de se tromper. Alors Quentin voudrait savoir comment un vin rouge peut-il avoir un arôme de fruits? Ah oui, ben, c'est très simple parce que les arômes de fruits Excusez-moi, mais c'est vrai que dans votre vocabulaire de spécialiste, il y a tout un vocabulaire d'arômes. Alors, des fleurs blanches, des fruits rouges, du sous-bois, alors que souvent, pour la plupart des gens, un vin, ça sent le vin. Oui. Et ça, c'est très important parce qu'il y a eu une étude scientifique qui a établi qu'un bon nez peut sentir 3 arômes, pas au-delà, et un nez excellent 5. Après, tout le reste. Et vous, 8. Oui, peut-être. Et tout le reste, c'est de la fantaisie. C'est clair que si on sent de la cerise et de la framboise, oui, c'est une petite nuance, mais ça fait partie toujours des fruits frais. Ce qui est important, c'est de sentir les notes de la maturité de ce fruit. Donc, pourquoi il y a ces arômes? Parce qu'il y en a des arômes primaires qui viennent directement des raisins, il y a des arômes secondaires qui viennent de la fermentation, et c'est des arômes qui s'approchent à des notes de fruits. Par exemple, le pinot noir de Bourgogne, il a des notes de fraises sauvages de bois. Si vous avez la syrah, c'est plutôt le poivre. Si vous avez le malbec dans le sud, c'est des notes qui peuvent aller vers la prune.
Et là, voilà, plus on va vers le sud, plus on aura des notes un peu confiturées. Imaginez-vous de sentir une note de pomme dans un vin blanc. La pomme, elle peut être une pomme verte, une Granny Smith, une pomme golden beaucoup plus mûre. Ensuite, vous avez la compote de pommes, vous avez une tarte de pommes, là où il y a un peu de caramel, le goût de rôti. Donc, on part toujours de pommes, mais il y a des déclinaisons aromatiques qui sont différentes. Mais souvent, c'est très important justement de sentir la déclinaison de la maturité du fruit pour comprendre l'origine et l'ensoleillement du millésime. Alors, Mathieu voudrait savoir si vous savez reconnaître un vin et son millésime sans le goûter. Ah bah non, c'est impossible. Alors, si Louis de Funès faisait ça dans l'aile ou la cuisse, ah oui, mais c'était de la comédie, ça. D'accord, donc ça c'est impossible, il faut goûter. Ouais. Et Émilie voudrait savoir quel est votre vin préféré à vous. Ah, moi j'en ai beaucoup, bien sûr, de mes préférés. Ben, je les ai cités. Le Savagnin blanc, c'est un cépage que j'aime beaucoup. La Syrah, c'est un cépage que j'aime beaucoup. J'aime le charme du Pinot Noir, mais quand il est un peu vieilli, qu'il a au moins une vingtaine d'années. Et également les grands Bordeaux, je les adore. Et pour des moments un peu plus décontractés, avec une cuisine goûteuse, bah, les vins du Sud. Donc vous voyez, j'en aime beaucoup. Heureusement. Beaucoup avec modération, c'est ce qui Toujours. fait le trésor de la sagesse. Alexandre voudrait savoir, blanc sur rouge, rien ne bouge, rouge sur blanc, tout fout le camp, mythe ou réalité? Est-ce qu'on peut mélanger les vins au cours d'un repas et est-ce qu'on peut mettre des rouges avant des blancs avant des rouges? Absolument, oui. Bref. Oui. Oui, parce que nous, on doit faire attention que le vin s'accorde au plat. Et vous pouvez bien trouver un vin blanc structuré, riche, compact, qui a une structure plus importante d'un rouge qui a été servi avant. Donc, c'est ça l'important. Imaginez avec le fromage, la plupart des fromages vont avec du vin blanc. Alors, qu'est-ce que vous faites? Vous avez mangé de la viande avec un vin rouge? C'est curieux ce que vous dites, parce que on est tous persuadés qu'avec du fromage, on sert un vin rouge. Et là, vous me dites, avec le fromage, on sert un vin blanc. Alors, si vous avez un fromage au lait de vache à pâte dure, style voilà, le comté par hasard, moi, je suis plus orienté à servir un vin rouge. Par contre, si vous avez des fromages à pâte molle, un jeune camembert, un jeune brie, un langre, et si vous avez tous les fromages de brebis, de chèvre, avec ça, il faut un vin blanc. Quel type de vin blanc? Des vins blancs plutôt minéraux, plutôt fruités? Ça dépend du sel, de la salinité que vous avez dans le fromage. Plus vous avez du sel, plus vous pouvez mettre du sucre dans le vin. Donc, par exemple, quel type de vin? Alors, si vous avez par exemple, je ne sais pas, un Sainte-Maure, un fromage, le Sainte-Maure, avec la paille au milieu. Paf. Voilà, un Pouligny-Saint-Pierre, c'est régional. Faites-vous guider par les accords régionaux. D'où vient de la vallée de la Loire, prenez des Sauvignons de Loire ou des Chenins. Et si par contre, je ne sais pas, un Langre, il vient du Nord, qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la région viticole la plus proche? Le Champagne. Mettez du Champagne avec du Langre. Et alors le camembert, parce que je crois que c'est un des fromages les plus consommés, vous parlez d'un jeune camembert. Ouais. Quel vin blanc avec un jeune camembert? Alors ça, on peut faire deux choses. Si vous avez un très jeune camembert, on peut se pousser à lui accorder un gamay fruité immédiat. Ou autrement, si c'est un camembert un peu plus fait, un peu plus riche en goût, passer sur un vin blanc et là, par exemple, un accord avec un Riesling d'Alsace, ça peut être très très séduisant. D'accord. Ou un Savagnin du Jura. Ça c'est magnifique avec la truffe aussi, le Savagnin. Également. Alors JP, quand on n'y comprend rien, y a-t-il un type de vin associable à tout? Vers quoi se diriger par défaut en supermarché? Alors le vin qui s'associe le mieux avec, en général, presque tous les mets, c'est le champagne. Pourquoi? Parce que nous avons des éléments qui accordent à peu près tout. Nous avons l'alcool qui va nous nettoyer la bouche quand on salive, quand on mange des mets qui nous font saliver. Il a l'acidité qui va s'accorder avec l'onctuosité et un gras du plat. Il a les bulles également qui enlèvent le gras. Et le champagne a du sucre résiduel. Même le champagne brut a en général entre 8 et 10 grammes de sucre résiduel. Et c'est ce sucre qui va nous faire l'accord avec tout ce qui est très acide ou très salé dans un plat. D'ici le fait que le champagne marche avec des fruits de mer. Les fruits de mer, imaginez-vous des langoustines, du homard, c'est pas un fruit de mer le homard, mais voilà, des crustacés. Les crustacés ont une légère tendance douceâtre, surtout si on les fait poêler. Alors là, vous avez justement ce sucre qui est dans le champagne qui fait l'accord. Ou par opposition, donc ça c'est un accord par mariage, ou l'accord par opposition, quand vous avez des mets très très salés ou très acides, imaginez-vous un carpaccio de poisson cru où vous mettez du jus de citron, c'est pas de l'acidité qu'il faut accorder, c'est du sucre. Et dans le champagne vous avez du sucre, ou les huîtres,
très salines parce qu'elles viennent de la mer. Vous avez du sel en bouche, il faut du sucre pour créer l'équilibre. Et le champagne va bien. Sinon, à part le champagne, si vous aimez un vin rouge, prenez le vin de la région que vous aimez, Bourgogne, Sud, Languedoc, Vallée du Rhône, Bordeaux. Prenez des vins simples, par contre, voilà, parce que plus vous allez sur des vins complexes, plus la chose est compliquée. Donc, des vins simples, d'approche facile, voilà, qui vont avec tout en général. Bon, JP, c'est compris, passez au champagne. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Est-ce qu'il est important de servir le vin à la bonne température? Oui, absolument, il est impératif. Et là, aujourd'hui, on a la tendance à servir les vins blancs trop frais, trop froids, et les vins rouges trop chauds. Donc voilà, si on a des vins blancs simples, on part à 6 degrés, comme le champagne, pas parce que c'est un vin simple, mais le champagne et les vins simples, 6 degrés, plus on monte en complexité de vin, on peut arriver à servir les vins blancs jusqu'à 10-12 degrés. Ensuite, les vins rouges simples, prêts à boire, 16-17 degrés, et les grands rouges à 18, jamais au-delà. Ce fameux mot « chambrer le vin » vient du passé. Quand on ouvrait les vieilles bouteilles au siècle passé de vin important, en général, on les débouchait à l'automne avec la chasse. Et là, si tout allait bien, une pièce était à 18 degrés. Donc, à cette époque, c'était juste de dire chambrer le vin, parce que la pièce était à 18. Aujourd'hui, on a des pièces qui sont à 23. Donc, ça fait, on boit un vin brûlé. C'est pas chambrer le vin, voilà, c'est cacher le vin. Tout à fait. D'accord. Audrey voudrait savoir, le vin s'accorde-t-il avec des mets sucrés comme le chocolat? Et si oui, quel type de vin serait adapté au dessert au chocolat? Voilà, très simple. Très simple pour vous? Non, mais j'explique. Dans les accords de VMA, en général, les accords sont faits toujours par opposition, sauf une exception qui est le sucre. Alors, si on a un mets sucré, il faut un vin sucré. Donc, vous avez du chocolat qui est sucré, évidemment. Il faut un vin sucré. Et dans ce cas, le chocolat appelle un vin rouge sucré. Vous en avez beaucoup en France. Vous allez, comme les Rastos, par exemple. Ou... Voilà, vous avez dans le sud, dans le Languedoc-Roussillon, surtout dans le Roussillon, si vous allez en Occitanie, en Catalogne, vous avez les Bagnous, les Collioures, les Moris. Et là, vous avez des vins rouges doux qui sont absolument splendides avec le chocolat. D'accord. Et juste une chose, ne mettez pas ces sauces acides avec le chocolat. On n'a pas besoin de ça. L'acidité, nous l'avons dans le vin. Donc, faites un dessert avec le chocolat. Ne mettez pas de coulis d'agrumes, de framboises, tout ça. L'acidité, nous l'avons dans le vin. Nous l'avons pas besoin dans le plat. Vous allez me le fâcher. Attention. Oui, parce qu'aujourd'hui, ils sont de plus en plus compliqués. La cuisine devient pas complexe, c'est compliqué. Compliqué, ils rajoutent, alors que pour faire un bon accord, il faut enlever. Si le chocolat est bon, gardons du chocolat. Voilà. Vous avez raison. Alors, Karine voudrait savoir, que me conseillez-vous comme vin pour commencer ma cave? Ah ben, ça dépend des goûts personnels. Mais moi, je dirais, faites déjà un tour d'horizon de la France. Prenez une bouteille typique de chaque région, un alsacien. C'est atroce, vous vous rendez compte, une bouteille. Si jamais il s'avère qu'on l'adore, il va falloir retourner la chercher, la trouver. Ben, je pense que chez Carrefour, on a ce qu'il faut pour satisfaire la demande. Mais voilà, faites un tour d'horizon de la France sans avoir de préjugés. Vous prenez une bouteille de chaque région, vous la dégustez. Après, vous verrez que vous serez orienté sur une région plutôt que l'autre. Un petit conseil peut-être, faites-vous acheter les bouteilles par quelqu'un d'autre et dégustez-les à l'aveugle. Comme ça, vous jugez le vin sans avoir le préjugé de l'origine. Pas mal ça. Très très bonne idée. Jérémy voudrait savoir si vous avez une idée pour un pique-nique. Un vin simple. Là aussi, c'est l'une des règles de l'accord de vin des mets. Cadre simple, vin simple, cadre soigné, vin complexe. Qu'est-ce qu'on appelle traditionnellement un vin de soif? Parce que j'imagine que pour un pique-nique, c'est plutôt ce qu'on appelle les vins de soif. Oui, tout à fait. Qu'est-ce que c'est les vins de soif? Un vin léger qui n'est pas compliqué, qui n'a pas de complexité, qui se boit facilement. Par exemple. Qui n'a pas beaucoup d'alcool d'ailleurs. Moi, je conseille franchement un vin effervescent. Parce que quand on est à l'extérieur comme ça, la bulle aide à apporter, disons, une ambiance festive. Vous êtes très bulle, vous, hein, j'ai l'impression. Oui, j'aime ça. Et des vins effervescents rouges, par exemple, ça existe? Ça existe aussi, et un peu moins que les blancs. Mais imaginez-vous déjà le champagne rosé, c'est un très grand classique. Après, vous avez des vins rouges effervescents. Mais dans ce cas, alors apportez 2 bouteilles, une belle bouteille d'effervescent et un vin sympathique rouge simple. Donc là, c'est pique-nique plus sieste. Et voilà. Alors, tac, Nicolas, Paolo, je cherche principalement les bonnes affaires sur cette foire au vin. Un rapport qualité-prix à 7-10 euros, que proposez-vous?
Ah ben, je pense qu'il faut feuilleter le catalogue. Sur mes pépites, sauf erreur, il y a de quoi aller taper dans C'est vrai ce que le catalogue genre est de prix. riche. Oui, et donc voilà, dans mes pépites, il y a beaucoup d'opportunités dans cette fourchette de prix. Alors, tac tac, Vince, quel est votre ultime coup de cœur sur votre sélection de foire au vin? Le coup de cœur des coups de cœur, le coup de pompon cœur du des coups de pompon. cœur, moi, j'étais séduit par voilà, un vin de Bordeaux qui est le Blade Côte de Bordeaux Château Holland en 2014. Ça, c'était l'un de mes coups de cœur. Et sinon, il y avait également, je suis en train de regarder toutes mes notes de dégustation. Si on va vers le sud, il y avait le Côte du Roussillon du Mazamiel Promesse 2014, qui était absolument un vin splendide. Ou autrement le Saint-Joseph du domaine La Pradelle, le lieu-dit Gachon en 2015. Voilà, ça c'était un peu ça. Et sinon, il y avait aussi le Languedoc Château La Néglie en 2015. Voilà, ça c'est un peu mes coups de cœur parmi les vins rouges. Et sinon, parmi les blancs, il y avait le Saint-Véran haute cuvée de chez Richard Trouve en 2015. Il me semble qu'on l'a vu quelque part par là. Bon, Voilà, j'espère, peut-être. Vince, que vous êtes au point là-dessus. Alors, Laurent a une question qui m'intéresse aussi à titre personnel. Il nous demande, je fais attention à ma ligne, quel vin me conseillez-vous? Alors, bien sûr, un vin sec, c'est-à-dire un vin qui n'a pas de sucre résiduel. Mais bon, il faut toujours calculer qu'un décilitre de vin a 70 calories. Donc, on peut calculer la promenade qu'il faut faire avec un certain nombre de verres de vin. Florian voudrait savoir quel est votre avis sur le Clos de l'Ossiété? Clos de l'Ossiet est un très grand vin argentin fait par des Français en Argentine et qui a un rapport qualité qui est absolument fantastique, à ne pas manquer. Romain voudrait savoir s'il est vrai que pour avoir un bon Bourgogne, il faut payer plus cher que n'importe quel vin. Disons que la Bourgogne, depuis quelques ans, a des problèmes de production. Ils n'ont pas eu de chance, ils ont eu de la grêle, ils ont eu du gel, des inondations. Donc évidemment, la production est diminuée et quand le produit est rare, le prix augmente. Donc oui, malheureusement, en Bourgogne, ces dernières années, les prix sont augmentés à cause de la rareté du produit. Liassand voudrait savoir quel vin pour une paella. Ah bah là, on peut, si on a un vin espagnol, très bien, comme ça, il y a cet accord régional. Le cas échéant, on prend un vin du sud de la France, du Languedoc-Roussillon. Des vins pleins de soleil, voilà, un peu riches. Tout à fait, qui ont vu du soleil, comme vous dites, méditerranéen, solaire, voilà, même la vallée du Rhône, ça va très bien, mais des vins qui ont du caractère assez fugueux. Caroline voudrait savoir, elle est végétarienne, peut-on associer un bon Bourgogne avec un plat de légumes? Bah oui, pourquoi pas. Moi, j'irais sur un vin blanc. Par contre, si le plat de légumes est agrémenté, par exemple, d'une sauce tomate avec des olives, avec des épices, du poivre, alors là, on peut s'orienter sur un vin rouge léger, oui, sans problème. D'ailleurs, on n'en a pas parlé encore, mais comment est-ce qu'on débouche convenablement une bouteille? Bah, c'est très simple, il n'est pas compliqué, il faut juste avoir un tire-bouchon. Ça, c'est un tire-bouchon de sommelier, vous pouvez avoir de tire-bouchons. Donc il n'y a pas d'astuce particulière? Non. Parce que je sais, il m'a semblé voir plusieurs types de tire-bouchons. Il y en a avec un piston, une aiguille, on fait rentrer de l'air, des petites pinces qui passent sur le côté du bouchon. Bah, l'aiguille, c'est une nouvelle technique on va percer avec cette aiguille le bouchon, on sort le vin, un verre de vin, c'est magnifique ça pour la consommation à la maison. On sort un verre de vin et puis la bouteille, et il y a du gaz, de l'azote qui rentre, donc le vin ne s'oxyde pas. Et par contre, je n'ai pas encore fait des épreuves. Oui, je les ai faites, mais je ne suis pas très convaincu du principe. Je ne suis pas sûr à 100% que le vin ne bouge pas. Et sinon, voilà, il faut juste extraire. Il faut prendre le soin, si on a des vins vieillis, qu'alors avant de déboucher, de sortir le liège, avec un petit couteau, qu'en général sur un tire-bouchon nous avons, il faut détacher le liège du goulot de la bouteille. Donc il faut aller comme ça dedans. Et voilà, petite précaution si on a des vins vieillis, mais sinon ce n'est pas le cas. Alors moi j'ai une question également sur les carafes. À quel moment est-ce qu'on doit carafer un vin et comment est-ce qu'on doit faire ça? Parce que on voit parfois des carafages qui se font de façon très délicate et d'autres fois parfois alors vraiment la bouteille versée dedans carrément secouée. Tout à fait. Moi j'ai l'impression que c'est scandaleux. Mais alors à quoi sert une carafe et comment est-ce qu'on s'en sert? Il y a deux opérations à faire. Une, c'est la décantation, c'est-à-dire la séparation du dépôt qui est au fond de la bouteille
du liquide, parce qu'on doit boire le liquide sans avoir le dépôt en bouche. Là, on est Et l'autre d'accord. opération qui est similaire, mais le procédé est différent, c'est l'oxygénation. Dans ce cas, nous avons un vin qui est très jeune, qui a besoin de l'air pour un peu s'épanouir. Donc les vins très jeunes peuvent... Parce que moi, je pensais que c'était les vins vieux qu'il fallait carafer. Donc un vin Non. très jeune Non, passe ça, en carafe. Tout à fait. Un vin jeune, on le passe en carafe. Un vin vieilli, si on peut éviter de le passer en carafe, c'est mieux. Parce qu'après des années, en presque totale absence d'oxygène, si on lui fait prendre une dose massive d'oxygène, le vin, il va, comment dire, oui, il semble que le vin se reprend pendant quelques minutes, mais après, il tombe et il ne se reprend plus. Donc, modération dans l'utilisation de la carafe, même si c'est un geste très théâtral, si on a des invités de passer le vin en carafe, ça c'est très bien, mais faites attention parce que la carafe peut faire beaucoup plus de mal que de bien. Et aujourd'hui, nous avons des verres en général qui ont une surface d'oxydation très importante. Donc, oui, et ça va le verre. Et sinon, si on doit, pourquoi vous dites que vous avez vu secouer des vins? Oui. Alors, en général, secouer soit comme ça en tournant, soit carrément vraiment comme un shaker, quoi. C'est pour faire prendre au vin beaucoup d'oxygène. Mais pourquoi ça? Parce que c'est des vins qui manquent d'oxygène. Et ça, c'est des vins de cette culture dont on a discuté tout à l'heure, cette culture un peu de vin naturel, qui met en bouteille des vins qui manquent d'oxygène. Il y a un phénomène qu'on appelle techniquement de la réduction, c'est-à-dire un manque d'oxygène, et le vin sent mauvais. Avec cette Oui, ça sent l'écurie un peu. Voilà, tout à fait. Je ne voulais pas le dire, mais vous l'avez dit. Si. C'est ça, et c'est assez désagréable. Donc, on essaye de faire partir ces arômes avec beaucoup d'oxygène, mais des fois ça passe pas. Et il y a toujours ces arômes d'écurie on doit boire en disant ah mais c'est naturel, donc il faut accepter ça. Moi j'accepte pas ça. On avait bien compris. Alors peut-on mettre le champagne ou un verre de vin ou une bouteille de vin blanc au congélateur pour le rafraîchir au dernier moment? Non, c'est mieux que non. Je comprends que si vous n'avez pas des glaçons, c'est un peu compliqué. Et évidemment, vous avez que cette opportunité. Mais alors là, je vous conseille d'acheter. Ils sont en vente. Moi, j'appelle ça, c'est des petites, comment dire, un truc qu'on met autour de la bouteille. Une chaussette glacée que vous avez mis au préalable, que vous pouvez garder dans votre congélateur. Et puis voilà, si vous avez un invité qui arrive au dernier moment, vous prenez cette chaussette glacée, vous la mettez autour de la bouteille, en 2 minutes, le champagne est prêt à boire. Donc équipez-vous de cette chaussette réfrigérable. Certaines personnes, justement, pour rafraîchir les vins blancs et les champagnes, mettent au congélateur au préalable des grains de raisin et ensuite mettent ces grains de raisin congelés dans les verres pour servir le vin, pour rafraîchir le vin sans ajouter de l'eau comme avec des glaçons. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est folklorique, mais voilà, on va pas au-delà du folklore. D'accord, ça rafraîchit pas le vin et ça va ajouter quelque chose dedans. Ouais. C'est pas une très bonne idée. Bon. Louise voudrait savoir que boire avec une choucroute. Ah, avec une choucroute, c'est difficile parce que dans la choucroute, vous avez le vinaigre. Le vinaigre ne va pas avec le vin. Ça, c'est très clair. Hein, très clair. Où on mange la choucroute en Alsace, allez voir qu'est-ce qu'ils font les Alsaciens. En général, ils accordent la choucroute de leur vin. Et c'est une bonne occasion pour déguster un pinot noir d'Alsace. Voilà. Mais en général, voilà, s'il y a beaucoup de vinaigre, c'est difficile. Et puis la choucroute alsacienne se consomme plus avec de la bière qu'avec du vin. Voilà, c'est pour ça qu'ils ont de la bière en Alsace. Comme le kimchi coréen aussi, qui est très vinaigré. Qui ne s'accorde pas avec les vins. Est-ce que le degré d'alcool détermine la qualité d'une bouteille? Non, absolument pas. Imaginez-vous que les plus grands vins du monde, qui sont par exemple des Bordeaux des années 45-47, avaient 11,5, 12 degrés. Et pourtant, c'est des vins qui se dégustent même aujourd'hui magnifiquement bien. Non, malheureusement aujourd'hui, il y a eu une philosophie justement dans les années passées où les producteurs étaient poussés un peu à vendanger en surmaturité, ça veut dire raisin surmûri, beaucoup de sucre dans le raisin, beaucoup d'alcool dans le vin. Mais après, le vin était déséquilibré. Et en plus d'alcool vous avez dans le vin, plus de lourdeur vous avez dans votre palais. Donc non, ce n'est pas un gage de qualité. Les Bourgognes blancs sont-ils faits à partir de raisins blancs? Tout à fait, oui. On l'a cité tout à l'heure, un Bourgogne blanc est fait à partir de chardonnay ou dans le sud, dans le cadre du sud de la Bourgogne, avec de la ligotée. Mais à ce moment-là, vous aurez à ligoter sur la bouteille. Sinon, c'est du chardonnay. Alors attention, parce que là, Jean-Marc nous pose une question de spécialiste. Ouais. Rosé de saignée ou rosé de pressurage, quelle est la différence? Quel est le meilleur? Ça, je viens de rencontrer un œnologue que justement, il affirmait
Les rosés de saignée n'existent pas. Qu'est-ce que c'est alors? D'abord, quelle est la différence? Ouais. Alors, un rosé de saignée, qu'est-ce que c'est? En général, si on doit produire un vin rouge, hein, on fait une saignée, c'est-à-dire vous avez dans votre cuve de fermentation du mou, donc du liquide, et vous avez du marc, c'est-à-dire la peau du raisin. Plus vous avez de peau de raisin, les peaux de raisin, plus le vin sera charnu parce que c'est dans la peau du raisin que vous avez les polyphénols qui vont donner de la structure au vin. Et là, si vous avez un peu trop de mou, qu'est-ce que vous faites? Vous faites une saignée. Quand le vin est taché, il est rosé, vous enlevez une partie de ce mou qui est rosé, c'est-à-dire que le rapport qui reste dans la cuve, c'est une plus grosse partie de marc, donc de peau de raisin, par rapport au liquide. Donc le vin rouge sera plus charnu. Là, vous avez la saignée, donc vous avez du vin rosé à côté. Si vous voulez, c'est un vin qui n'est pas abouti. Donc c'est ça qu'un rosé de saignée. Et sinon, le rosé de pressurage, qu'est-ce que c'est? Là, quand on fait un pressurage juste pour avoir un vin rosé. Donc là, on fait un pressurage. Quand le mou a atteint la couleur qu'on souhaite, on arrête de pressurer. Et voilà, et là, on a un rosé de pressurage. Alors, quel est le meilleur? Oh, ça dépend du producteur et comment il le fait. Dans les deux cas, il y a des très bons rosés. Après, ça dépend le producteur, la qualité des raisins, la région, la date de vendange, elle est absolument importante pour les vins rosés. Et après, la fermentation, quoi. Alors, Audrey, au passage, je vous remercie chaleureusement pour votre réponse sur les accords vin et chocolat. Je pense qu'elle est déjà en train de préparer un gâteau et qu'elle a déjà rangé au frigo ses coulis d'agrumes et de framboises. Clémence, c'est une question très intéressante. Clémence, qu'est-ce que vous appelez le tanin? Oui, le tanin, c'est cette sensation. Le tanin provoque dans notre palais la sensation que nous avons quand nous avons avalé, ou dans mon cas, quand je fais des dégustations techniques, je crache le vin, la sensation d'astringence. C'est-à-dire que le tanin, c'est une molécule qui vous enlève tout ce qui est lubrifiant en bouche, la salive. Mais l'astringence, par exemple, ça vous prend un petit peu là, sur les côtés, en général, derrière? au fond de la langue et au fond du palais. Dans la troisième partie de la dégustation, moi je partage toujours la dégustation en troisième partie. Là, le tanin, vous le sentez en troisième partie. Et le tanin, il faut toujours évaluer la quantité et la qualité du tanin. Vous pouvez avoir des tanins verts, des tanins aigus, des tanins carrés, et par contre des tanins ronds, mûrs, intégrés, crémeux, souples, ou des tanins râpeux également. Donc voilà, mais c'est fondu, c'est ce qui vous provoque l'astringence. Et l'astringence, c'est très positif parce que nous, on l'a besoin quand on doit faire un accord vin. Donc, ne prenez pas peur si vous dégustez un vin sans manger. Vous dites, il y a beaucoup de tanins, il provoque de l'astringence. Mais attendez, imaginez ce vin avec une jolie côte de bœuf qui va vous faire saliver. Elle est juteuse parce qu'elle est saignante. Peut-être que vous avez mis de l'huile d'olive ou une belle sauce au poivre à côté. Vous avez besoin des tanins. Parce qu'il y a des vins qui presque se suffisent à eux-mêmes en dégustation et d'autres vins qui nécessitent d'être accompagnés de mets. Oui, et ça c'est ce que j'appelle des vins de sommelier, des vins que peut-être en dégustation technique ils ne donnent pas des grands résultats, mais par contre avec les mets ils se magnifient et ils se boivent avec facilité. C'est comme ça que j'aime les vins. Et par contre vous avez des vins qui sont beaucoup plus orientés, disons, œnologie, c'est-à-dire que l'œnologue il veut faire voir ce qu'il est capable de faire, il vous fait des bombes gustatives qui sont très bien dégustées, vous dites waouh, qu'est-ce qu'il a été capable de faire, mais après en mangeant, vous n'arrivez pas à la boire la bouteille parce que c'est trop, comme ils disent les Anglais, too much. Et donc il faut des vins équilibrés, fins, avec une belle acidité, des jolis tanins qui s'accordent avec les mains. Des fois vous avez des vins un peu trop lourds. Qu'un verre vous satisfait, le deuxième il va vous, comment dire, un peu, c'est le verre de trop. Pour aller sur les Anglais, vous êtes plus partisan du less is more. Ouais, Kevin voudrait savoir s'il y a des vins qui ne donnent pas mal à la tête, sans en boire trop, évidemment. Évidemment. Tous les vins ne donnent pas mal à la tête. Alors là aussi, c'est en général un préjugé qui vient du passé, là où il y a eu une époque où il y avait dans les vins un excès d'anhydride sulfureux. Aujourd'hui, grâce à la moderne œnologie, on ne souffre plus les vins comme avant. Vous voyez que sur l'étiquette de vin, contiennent des sulfites. À quoi ça sert ces sulfites dans le vin? Pourquoi est-ce qu'on est obligé de les rajouter? À conserver. Vous trouvez des sulfites également, par exemple, dans l'alimentation, dans les fruits secs. Ça sert à conserver, à protéger le vin de l'oxydation, à protéger le vin de certaines actions de bactéries, levures ou autres micro-organismes qui pourraient disons, tacher la qualité du vin. Donc, aujourd'hui, on en met très, très peu.
Faites attention par contre dans les vins doux, en général il y en a un petit peu plus parce que il faut la mettre parce que si au cas où vous avez une levure qui reste dans le vin doux et vous avez le sucre, la levure mange le sucre et répare une fermentation. Mais voilà, aujourd'hui je peux dire que si vous prenez des vins de qualité, vous aurez pas mal à la tête, sauf si vous excédez, mais on ne vous le conseille pas. Non, même on vous le déconseille. Lucas voudrait savoir s'il existe des vins légèrement sucrés. Oui, en Alsace, vous pouvez en trouver différents. Malheureusement, ce n'est pas signalé sur l'étiquette, donc il faut se faire conseiller. Mais en Alsace, il y a beaucoup de vins qui sont légèrement sucrés. Vous en trouvez aussi dans la vallée de la Loire, à partir de Chenin Blanc. Il y a des vins avec différents sur les qualités coteaux du Layon, par exemple, c'est oui. légèrement sucré. Tout à fait. Et en Alsace, sur quel type d'appellation est-ce qu'il faut aller pour avoir du légèrement L'appellation, sucré? c'est Alsace. Après, vous avez 4 cépages. Vous avez le Muscat, le Gewürztraminer, le Pinot Gris ou le Riesling. Et lesquels vont être le plus légèrement sucrés? En général, c'est le Pinot Gris, parce que le Pinot Gris a déjà, à part le sucre, aussi une sensation de rondeur, de souplesse naturelle. Donc, vous avez plus de chances de trouver un peu de sucre résiduel dans les bons Pinot Gris d'Alsace. Et tout ce qui est vendange tardive, vin de glace, tout ça, est-ce que c'est aussi légèrement sucré? Bon, en général, c'est très sucré. Très sucré. Oui, les vendanges tardives et vins de glace, ils sont très sucrés. Heureusement qu'on a une belle acidité qui va créer un équilibre gustatif. Très bien. Marguerite voudrait savoir s'il y a naturellement des bulles dans le champagne. Oui, naturellement, parce que on fait une deuxième fermentation et les bulles vont se créer naturellement. C'est pas de l'ajout de gaz carbonique qui va créer les bulles dans le champagne. On rajoute jamais de gaz carbonique dans le champagne. Dans le champagne, jamais. Non, non, absolument. La bulle dans le champagne, elle est créée naturellement par une deuxième fermentation. Qu'est-ce qu'on a Comment est-ce qu'on fait le champagne? On a un vin de base qui est un vin normal. Alors d'ailleurs, tiens, parenthèse, avant de continuer votre explication, est-ce que dans le champagne, c'est toujours le même cépage? Ah non, dans le champagne, en général, on a 3 cépages. On a du pinot noir, du pinot meunier, les 2 rouges qui sont vinifiés en blanc, et du chardonnay. Après, il y a d'autres cépages, des vieux cépages comme l'Arban ou le petit Meslier, qui s'utilisaient dans le passé. Comme on l'a évoqué tout à l'heure, il y en a qui sont allés reprendre ces cépages pour se diversifier. Mais là, ils se sont rendus compte que s'ils les avaient mis de côté, il y avait bien une raison. Donc alors, pour faire du champagne, on récolte du raisin. Tout à fait. Expliquez-nous. On fait déjà du vin. Donc, on fait le premier vin, un vin tranquille. On appelle un vin tranquille, ça veut dire sans bulle. Le mou de raisin fermente, se transforme en alcool, et là, vous avez un vin blanc de base, avec beaucoup d'acidité par contre, et peu d'alcool. Pourquoi? Parce que dans la deuxième fermentation, on va reproduire de l'alcool. Comment est-ce qu'on fait la deuxième fermentation? On prend le vin de base, on le met dans la bouteille, celle qu'on a ici dans la bouteille, on rajoute des levures et du sucre. Les levures, c'est des micro-organismes qui sont vivants, mangent le sucre. Imaginez que ces petites bébêtes, elles mangent, après elles rotent un petit peu, et ça c'est les bulles. Et pendant qu'elles mangent, elles dégagent de la chaleur, et ça c'est la fermentation. Hein, blop, blop. Et après, les pauvres, elles sont tuées par l'alcool qu'eux-mêmes ont produit. Mais en tout cas, voilà, ces levures, en mangeant du sucre, produisent du gaz carbonique qui reste dans la bouteille. Et ça, c'est la bulle qu'on trouve dans le champagne. Donc, elle est produite naturellement par les levures. Alors, on prétend que pour que le champagne soit joliment bullé dans les verres, il faut essuyer les verres avec un chiffon en tissu et que les tout petits résidus de tissu présents dans le verre aident les bulles à rester à l'intérieur. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier autour de ça? Non, disons que pour faire que le bulle se dégage mieux d'un verre, il faut que le verre ait eu des petites imperfections. Et justement, si vous voyez les verres qui sont sponsorisés, par exemple, par des marques de champagne, sont faits pour dégager des bulles. Ça oui. En tout cas, ce que je conseille pour les verres, avinez-les. Qu'est-ce que ça veut dire aviner les vins? Ça veut dire rincer le verre avec du vin, pas avec de l'eau, parce que ça ne sert à rien. Parce que vous avez toujours des résidus de produits de vaisselle ou de produits de brillance qu'il faut enlever avec un solvant. Et quel est le meilleur solvant? L'alcool que nous avons dans le vin. Donc mettez un centilitre de vin, prenez le soin de faire bien tourner dans le verre, comme ça que toutes les parois soient touchées par le vin, et après, il faut le sacrifier, vous le jetez, mais après vous avez un vrai verre propre. Flûte ou coupe? Pour le champagne, la flûte. La coupe, là aussi, c'est une vieille tradition qui absolument je n'approuve pas.
vous perdez le plaisir de l'olfaction, de la complexité olfactive du champagne, parce que si vous avez une coupe, les arômes vont un peu partout, vous ne pouvez pas leur courir après. Par contre, si vous avez une flûte, ils sont concentrés, vous mettez le nez dessus et vous avez toute l'aromaticité en un coup, quoi. D'accord, vous êtes définitivement flûte. Pourtant, la légende de la coupe est belle. On prétend c'est des récipients qui auraient été moulés sur les seins de la Pompadour. Tout à fait. Et que pour se venger, Louis XV aurait moulé les flûtes sur son anatomie. Mais c'est une autre histoire. Alexandre voudrait savoir quel vin déguster en apéritif. Des vins effervescents, que ce soit des champagnes ou des vins effervescents qui sont produits dans d'autres régions. Quelle est la différence entre un champagne et un blanc de blanc, par exemple, qui sont souvent c'est la même chose. On peut avoir un champagne blanc de blanc. Parce que, comme on a évoqué tout à l'heure, un champagne peut être produit également avec des raisins rouges, du pinot noir et du pinot alors, pourquoi quand on produit du champagne avec des raisins rouges, il est blanc? Parce qu'on fait un pressurage très léger. On presse et avant que le mou prenne de la couleur, on le sépare des peaux du raisin et on le fait fermenter sans les peaux. D'accord. Alors, sur les champagnes, puisqu'on est toujours dans les champagnes, il y a beaucoup d'indications. Brut, effectivement, blanc de blanc. Alors, comment est-ce qu'on se repère dans tout ça? Oui. Disons, brut, c'est par rapport à la quantité de sucre résiduel. Un brut doit avoir moins de 12 grammes par litre de sucre résiduel. Un extra brut, moins de 6 grammes par litre. Et un brut zéro ou dosage zéro, moins de 3 grammes par litre. En général, 95% des champagnes qu'on a sur le marché, c'est des bruts. Et voilà, donc ça, c'est par rapport au sucre. Blanc de blanc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un vin blanc fait avec du raisin blanc. Et si en Champagne, on a droit à faire du vin blanc avec le chardonnay, parce que c'est le seul cépage blanc, ça veut dire que c'est un champagne fait avec du chardonnay. Blanc de blanc veut dire chardonnay. Mais alors, est-ce qu'on peut trouver du blanc de rouge? Dans ce cas-là, c'est un blanc de noir. D'accord. Un blanc de noir, donc un champagne blanc fait avec du raisin noir. Et ça peut être du pinot noir ou du pinot meunier, ou les deux ensemble assemblés. D'accord. Et sur l'ensemble des vins pétillants, les créments, les clairettes, tout ça, alors là, comment est-ce qu'on s'y reconnaît? Est-ce que c'est fait de la même façon? Crément, en général, indique une puissance de gaz carbonique inférieure. Donc, la bulle sera beaucoup plus fine, plus délicate, pas aussi riche qu'en champagne, chez un crément. Voilà. Et après, ils sont faits selon les régions avec des cépages différents. Alors, Quentin voudrait savoir s'il y a des écoles pour devenir sommelier. Ah oui, bien sûr. Moi, j'ai fait mes écoles en Suisse. Sauf erreur, je sais qu'en France, il y a l'école hôtelière avec une mention sommellerie, si je ne me trompe pas. Ou sinon, il y a beaucoup d'écoles privées qui dispensent des cours de sommellerie. Je crois que dans le Vaucluse, il y a l'université du vin de Suze-la-Rousse, je crois, qui accueille énormément de monde. À Bordeaux, il y en a. Je sais qu'à Paris, il y en a. Donc, on peut prendre beaucoup de cours de sommellerie et apprendre à déguster, quoi. Quentin, je crois qu'une belle carrière s'ouvre à vous. Il y a moyen, pour peu que vous soyez intéressé véritablement. Donc, on a fait le tour des carafes. Donc, effectivement, donc, les champagnes, on a fait le tour des champagnes. Sur les vins blancs que vous avez sélectionnés, où est-ce que vous êtes allé? Dans quelle région? Et quelle est la région qui est la mieux représentée? Je pense, là, je suis en train de voir, mais évidemment, les meilleurs vins... Une partie des meilleurs vins blancs, on les trouve, il faut être politiquement correct, mais en Bourgogne, on trouve des très grands vins rouges. Si c'est vrai qu'ils ont souffert un peu, surtout avec les vins rouges, on trouve des vins blancs qui sont absolument splendides. Sinon, dans ma sélection, qu'est-ce qu'il y a encore? C'est vrai qu'il y a beaucoup de vins rouges, pas trop de vins blancs. Mais par contre, en Bourgogne, il y a quelque chose d'absolument très intéressant. Sinon, on en trouve. Moi, j'aime bien aussi un cépage comme le chenin qu'on a dans la Loire, qui est absolument quelque chose de remarquable. Ainsi que le savagnin, que moi j'aime bien. Ça, c'est pas. Le chenin, on dit souvent que c'est le roi des cépages, enfin qu'on peut faire absolument tout et n'importe quoi, des vins les meilleurs comme les vins les pires. Oui, et également le chenin, il est décliné sous forme d'effervescent, de vin sec. Les Vouvray sont faits à partir de chenin. Oui, tout à fait. Et on peut le trouver en vin doux. Ça, je pense que dans toute région, on peut trouver le pire et le meilleur. Mais ça dépend du producteur. Et rappelons que le producteur est toujours
le paramètre le plus important dans le monde du vin, parce que l'appellation d'origine contrôlée vous indique seulement la provenance du raisin, mais elle ne vous indique pas la qualité de ces raisins. Comment est-ce qu'on doit conserver son vin à la maison? Alors, si on a une cave et si on n'a pas de cave, par exemple, on voit souvent des restaurants dans lesquels les bouteilles sont stockées verticalement, des caves dans lesquelles elles sont stockées horizontalement. Racontez-nous tout ça. Alors, si on va prévoir un stockage à long terme, c'est-à-dire plusieurs années, imaginons qu'on achète une bouteille de vin de l'année de naissance de nos enfants. Si on a un bouchon en liège, mais je souligne, si on a un bouchon en liège, il faut que le bouchon en liège soit toujours humide pour garder l'élasticité. Donc, la bouteille doit être gardée comme ça. Il sèche, il laisse passer l'air et là... Tout à fait. Par contre, si vous avez un bouchon, on appelle ça un liège technique, comme j'ai montré tout à l'heure, ce liège aggloméré, ou avec une capsule à vie, pas besoin qu'il soit humide, la bouteille peut être gardée debout. Après, on voit dans des restaurants que des bouteilles qui sont debout, il n'y a pas de problème. De toute façon, dans un restaurant, en général, la bouteille tourne. Donc, je veux dire, si une bouteille de vin reste 3 mois comme ça, et après elle est consommée, il n'y a pas de problème. Par contre, il ne faut pas qu'elle reste 3 mois, après on la couche, après on la remet comme ça, après on la recouche. Non, ça non. Pour le long vieillissement comme ça, et sinon, si c'est pour une consommation dans les 3 mois, vous pouvez la garder comme ça. Donc, si on achète des cartons de vin, est-ce qu'on peut stocker directement les cartons sans les ouvrir? Oui. Tel quel. En faisant attention que la cave ne soit pas trop humide, parce que si après le carton commence à avoir des moisissures d'humidité, c'est des arômes qui peuvent aller tacher le vin. Est-ce que quand on stocke du vin à la cave, il est nécessaire d'avoir un thermomètre, un hygromètre? Oui. Oui. Alors, température et hygrométrie de la cave. Température, moi je dirais qu'il faut rester entre 12 et 14 degrés. Si on va plus bas que 12, la maturation du vin s'arrête. Si c'est plus haut, elle va trop vite, donc ça ne va pas. Donc restons entre 12 et 14. Et en prenant le soin, si on doit le boire, évidemment, de le faire monter un petit peu en température. L'hygrométrie est très importante, encore une fois, si nous avons un bouchon en liège qui doit rester humide. Si par contre nous avons un bouchon en verre, un bouchon en capsule ou un bouchon en liège aggloméré, un bouchon liège technique, il n'y a pas de besoin, elle peut être un peu plus sèche, sans problème. Très bien. Alors, comment les formes de bouteilles de vin sont-elles choisies? Marketing ou intérêt pour le vin? Je dirais déjà pour des cahiers des charges des appellations d'origine contrôlée, parce que regardez, le plus simple, si vous voulez, en Bourgogne ou dans les Côtes-du-Rhône, nous avons des bouteilles comme ça, on appelle ça la forme bourguignonne. Si on est à Bordeaux, on a une bouteille comme ça. Si nous sommes en Alsace, nous avons la flûte alsacienne. Et donc, ils sont choisis par rapport aux traditions régionales qui, des fois, font partie du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée. Et après, c'est du marketing. Si, par exemple, on pense à beaucoup de vins de Provence qui ont des formes de bouteilles, disons, très à la mode. Parce qu'il y a moins de tradition. Oui, il y a une exception, je crois, c'est le Clavelin du Jura qui fait 62,5 centilitres. Tout à fait, tout à fait. Et alors pourquoi la plupart des bouteilles sont à 75 et celle-ci à 62,5? Oui, parce que c'est intéressant, parce que voilà, les vins du Jura qui faisaient un très long vieillissement, en fût de chêne, et vous savez, quand le fût de chêne, il y a ce qu'on appelle la part des anges, le vin s'évapore, elle s'en va. Et donc 62 centilitres, c'était ce qui restait d'un litre de vin après 6 ans d'élevage en fût de chêne. D'accord. Ah ben dis donc, ça a soif un ange. Eh oui. Pourquoi le sauterne est-il aussi sucré? Parce que la vendange est faite tardivement, ce qu'on appelle une vendange tardive. Et donc la partie d'eau qui est contenue dans le grain de raisin s'évapore, elle s'en va. Également parce que vous avez ce petit champignon qu'on appelle pourriture noble qui va piquer les grains de raisin, il fait sortir l'eau, mais le sucre reste dedans. Donc évidemment, quand vous mettez les raisins dans une cuve, vous aurez une proportion de sucre plus élevée par rapport aux autres vins, quoi. Mais par contre, vous avez beaucoup moins de rendement. C'est pour ça qu'un prix d'un sauterne se justifie qu'il est plus cher d'un autre vin parce que le rendement est très très limité. Dans certains, imaginez-vous que dans cep de vigne, on dit qu'en général on produit une bouteille de vin. Dans certains millésimes à Sauternes, dans cep de vigne, ils produisent un verre de vin. Donc évidemment. Ah, c'est bordelais. Kevin voudrait savoir si le cubi fait perdre du goût au vin par rapport à la bouteille. Je n'ai pas encore assez de connaissances de ce contenu, de contenant pour pouvoir donner une réponse correcte.
Je ne pense pas, en tout cas, dans un cubi, il y a des vins en général simples. Mais moi, personnellement, je préfère la bouteille en verre. Également, d'un point de vue, disons, santé, je pense qu'il n'y a rien de mieux que le verre comme contenant alimentaire pour les aliments. On est sûr qu'il n'y ait pas de bisphénol dans les contenants vitrés. Voilà. Faut-il boire de l'eau entre deux vins différents? Si on a soif, oui, mais il y a une... On veut se brosser les dents, c'est ça? Non. Disons qu'il faut juste attendre que les goûts, les sensations gustatives du vin qu'on avait en bouche sont passées pour reprendre l'autre. Moi, je fais des dégustations. Quand je fais des dégustations également de sélection, non, je ne bois pas d'eau, sauf si j'ai soif. Mais ça, c'est un besoin naturel, ce n'est pas un besoin gustatif. Oui, oui. Et puis pour savoir si on a soif ou pas besoin d'aller contacter le meilleur sommelier du monde. Non, mais c'est pertinent parce que c'était bien entendu une question liée au goût. Voilà, il ne faut pas boire de l'eau entre un vin à l'autre pour le comprendre mieux. C'est pas comme le petit bout de gingembre entre deux sushis chez les Japonais, ça n'a rien à voir. Il n'y a pas donc besoin de se nettoyer le palais. Non, et surtout pas manger du pain, parce que dans le pain, vous avez des goûts, c'est salé, c'est gras, et là, ça va changer l'équilibre de votre palais, et le vin qui suivra un bout de pain sera perçu différemment que si vous le dégustez sans avoir mangé le bout de pain. Ben, merci beaucoup. Voilà, j'espère que ce live va bientôt prendre fin. Je vous rappelle quand même que la foire au vin démarre le 28 mars chez Carrefour. Il y a 480 bouteilles, 63 pépites, dont 23 pépites de Paolo Basso. Merci infiniment d'avoir été avec nous, d'avoir bien voulu répondre à toutes ces questions. Merci à vous. J'espère que pour vous, ça a été assez riche. Bon, et buvez toujours avec modération, bien entendu. Tout à fait, savourez. Merci. Bravo. Merci.